Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à un résumé du roman La peau de chagrin de Balzac. Alors si vous l'avez jamais lu, sachez quand même que je vais raconter comment le roman se termine, mais pour ceux qui s'en souviendraient plus ou ceux qui pensent qu'ils le liront jamais un jour, ce résumé pourrait être utile pour la suite quand on va rentrer dans l'analyse. Alors je vous laisse 3 secondes pour décider si vous voulez le voir ou pas, et puis on y va. Allez. 3, 2, 1, 0. Ignition. Nous sommes à Paris en 1830 et un jeune homme entre dans une salle de jeu du Palais Royal. Mais alors attention, quand je dis salle de jeu, à l'intérieur, ça fait pas vraiment envie. Parce que pour tous ceux qui s'imaginent que ouais, c'est une salle de jeu, l'ambiance, ça doit ressembler un peu à ça. Vous y êtes pas du tout. Bon, déjà là-dedans, il y a que des hommes et en plus, ils ressemblent tous à Polly. Tu vas faire fortune. On a l'impression que ça sent le renfermé, qu'ils sont là depuis une semaine à attendre que leur chance tourne alors qu'ils ont déjà claqué toute leur paye. Bref, c'est l'horreur. Alors le personnage qui entre dans la salle, c'est Raphaël de Valentin, un jeune noble de 26 ans. Alors il a peut-être un nom à particules, mais la fortune l'a abandonné depuis longtemps. Et ça se voit sur son visage, parce que dès qu'il ouvre la porte, il y a tout le monde qui se retourne et qui le regarde, genre c'est le désespoir en personne qui vient d'entrer dans la salle. Et c'est vrai que Raphaël n'a plus une thune. Enfin pas exactement en fait, parce qu'il lui reste une pièce d'or. Et là il va faire un truc qui manque pas de panache, il va aller la jouer direct à la roulette. Il choisit même pas la case, il balance la pièce comme ça, la roulette part, faites vos jeux, rien ne va plus, et là... Mais Raphaël se démonte pas et il ressort de la salle en gardant toute sa contenance. Et déjà on sent bien le petit côté « je suis pas comme vous, moi j'ai du sang d'aristocrate dans les veines ». Mais en fait c'est vrai qu'il en a pas grand chose à foutre parce qu'il avait prévu d'aller se suicider. Et son plan c'est d'aller se jeter dans la Seine. Sauf que là il fait encore jour et il se dit qu'il va attendre la nuit parce que ce sera plus stylé et ce sera plus mystérieux. Et là deuxième chose qu'on comprend, Raphaël n'est pas seulement un noble qui n'a plus d'argent, c'est aussi un esthète sensible avec une âme d'artiste tourmentée, le genre de personnage qui préfère un suicide flamboyant plutôt qu'une existence médiocre. J'étais comme lui, moi, à son âge. L'ombrage mal dans ma peau. Alors, pour passer le temps en attendant que la nuit tombe, Raphaël se balade et entre dans un magasin d'antiquités. Et là, à l'intérieur, c'est juste incroyable. C'est une vraie caverne d'Ali Baba, le truc. On trouve tout ce qu'on veut. Mais pas tout et n'importe quoi, genre les magasins Jiffy. Non, là, il y a des tableaux de Velázquez, il y a des Rembrandt, il y a des vestiges d'anciennes civilisations, il y a même une statue de Michel-Ange. Alors c'est sûr, ça claque, mais c'est quand même hyper louche comme endroit. Parce que je veux dire, ils viennent d'où tous ces tableaux? Ils sont quand même pas tombés d'un camion. Et ça devient encore plus louche quand le propriétaire de la boutique débarque. Alors le propriétaire de la boutique, c'est un vieillard de 102 ans qui un coup ressemble à un vieux sage bienveillant et le coup d'après à une créature diabolique. On n'arrive jamais à savoir et ça fait un peu flipper. Mais bon, Raphaël, lui, il est là, il se pose pas de questions. Il lui raconte qu'il finit son tour dans la boutique et qu'il va aller se suicider. Et là, l'antiquaire va faire ce que font souvent ces personnages dont on sait pas trop s'ils sont sympas ou s'il faut s'en méfier. Il va lui faire un cadeau. Et le cadeau en question, c'est une peau de chagrin. Alors la peau de chagrin, c'est un morceau de cuir, mais un morceau de cuir qui émet de mystérieux rayons lumineux. Un objet magique qui réalise tous vos désirs, mais à chaque fois qu'elle réalise un désir, elle raccourcit un peu votre espérance de vie. Donc c'est pas le genre de cadeau qu'on accepte comme ça sur un coup de tête. Mais Raphaël, lui, il est pas impressionnable. Il fait son malin devant l'antiquaire, il est là. Ouais, moi je suis trop un sceptique, la magie j'y crois pas. Puis le coup des rayons lumineux, il y a sûrement une explication. Faut-il la frotter pour qu'un génie apparaisse? Enfin bon, bref, il fait son malin devant l'antiquaire et il accepte la peau. Alors l'antiquaire essaie bien de le prévenir de ce que ça implique. Le pouvoir de la peau de chagrin a un prix. Mais il n'y a rien à faire, il est trop narquois, il écoute rien. Un morceau de peau qui permettrait d'en finir avec l'existence de manière délicieuse. Et même avant de sortir de la boutique, il en rajoute encore une couche. Que la peau de chagrin me donne tout immédiatement. La reconnaissance, les plus belles femmes, et un dîner de roi avec soierie et vaisselle d'or. Un festin, une orgie. Et tout en faisant son intéressant, Raphaël vient juste de formuler un vœu. Il sort de la boutique et là, boum, direct, il tombe sur son pote Émile qui zone avec sa bande. Alors Émile et sa bande, en gros, c'est des jeunes mondains qui se la jouent anti-système, genre nous on se fout de tout. Ces mecs sont des nihilistes, n'aie pas peur, ça craint rien. Ils se prennent pour des agitateurs subversifs et ils racontent partout que la révolution de 1830 a été volée par les bourgeois. Libérez tous les prisonniers politiques! Mais en fait, ils subvertissent rien du tout, c'est juste des poseurs. Ils passent leur temps à claquer leur héritage dans des soirées mondaines et dès qu'ils ont plus d'argent, ils s'arrangent pour se faire inviter dans une autre soirée. Et c'est justement ce qu'ils s'apprêtent à faire et ils emmènent Raphaël en soirée avec eux. Alors ça mange, ça picole, ça parle de philo, ça parle de politique, ils arrêtent pas de faire les beaux. Si je ne fais pas double 3, je dis le secret de l'église. Mais en vrai, on voit bien que c'est pas très intéressant ce qu'ils racontent. Il n'y a pas de purgatoire. Oh.
Et comme ils finissent complètement bourrés, ça l'est encore moins à la fin du repas. Et là, il y a des prostituées qui débarquent, ça se termine en orgie. Un festin, une orgie. Le vœu de Raphaël a été exaucé. Et alors lui, pour le moment, il se pose pas trop de questions. Je vous rappelle quand même qu'il y a moins d'une heure, il était parti pour se suicider. Et là, il va faire ce que font souvent les gens bourrés, il va se mettre à parler de lui et à raconter sa vie. Et là, on part sur un très long flashback qui fait presque la moitié du roman. La vie de Raphaël depuis son enfance jusqu'au moment où il a décidé de se suicider. Alors, il a perdu sa mère quand il était encore très jeune et il a été élevé par un père très autoritaire, un noble ruiné qui compte sur Raphaël pour restaurer l'honneur de la famille. Donc son père lui met grave la pression et il l'oblige à étudier 24 heures sur 24. Alors avec des méthodes pareilles, Raphaël devient très cultivé et très performant, mais il devient aussi une sorte d'inadapté social, particulièrement mal à l'aise avec les femmes. Ça va très bien? Raphaël nourrit donc une grande frustration qu'il va retourner en énorme vanité. Il se persuade d'être le génie de son époque, genre le nouveau Jean-Jacques Rousseau. Et il comprend pas pourquoi les gens s'en rendent pas compte, et lui il se dit que c'est sûrement parce que c'est tous des cons. Mais il faut dire aussi que le succès à cette époque dans Paris, ça ne marche pas comme ça. Parce que la réussite ne sourit pas aux génies introvertis, mais plutôt à ceux qui savent briller en société, même s'ils n'ont pas grand chose d'intéressant à faire valoir. Alors je sais, ça paraît difficile à croire, mais il faut bien vous dire que c'était une autre époque. Raphaël va donc réfléchir à un plan pour prouver son génie au monde entier. Et ce plan repose sur le super pouvoir qu'il a acquis pendant son enfance, le pouvoir de l'abnégation. Pendant 3 ans, il va s'enfermer dans une chambre de bonne pour écrire. 3 ans de solitude et de travail acharné, pendant lesquels il vit avec presque rien, genre 2 € par jour. Alors il bosse, il sort jamais, il voit quasiment personne, à part la femme qui lui loue la chambre et sa fille, Pauline. Pauline, c'est un ange. Elle est gentille, elle est attentionnée, elle est pleine d'empathie et elle n'hésite jamais à rendre service à Raphaël. Et en vrai, si elle le fait, c'est parce qu'elle est secrètement amoureuse de lui. Alors lui, il n'est pas forcément insensible à son charme, mais il a trop le melon pour vraiment s'intéresser à elle. Et puis il se dit qu'un génie comme lui, il va quand même pas se marier avec la première prolétaire venue. Pas assez bon pour Jacques Barbe. Et alors qu'il a une très belle histoire d'amour qui l'attend avec Pauline qui est juste à côté, lui, il va tomber amoureux de la femme dont on devine tout de suite qu'elle va lui faire beaucoup de mal. Et n'allez pas vous tuer par ma faute. Ce serait du plus mauvais coup. La comtesse Feodora est très riche, très belle, ultra mondaine. C'est la femme la plus convoitée de Paris, et tous ceux qui ont tenté de la séduire se sont ramassés. Elle a donc une réputation qui excite l'ego de Raphaël, qui va tomber amoureux d'elle. Vous êtes l'être le plus exceptionnel que j'ai jamais vu. De grandes phrases pour dire que je suis votre ami, Raphaël. Il va donc lui faire la cour, ce qui lui pose un énorme problème. Parce que je vous rappelle qu'au départ, Raphaël était censé vivre avec 2 € par jour pour se consacrer entièrement à l'écriture. Alors déjà, ce travail, il le met un peu de côté et il va surtout passer de plus en plus de temps dans des soirées mondaines. Mais le problème, c'est pas tellement ça, c'est surtout qu'il a quelques économies, mais pas des masses non plus. Et ça, il le dit à personne, et surtout pas à la comtesse Feodora. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va la voir, il est très bien habillé, certes, mais ça lui coûte un bras. Et là, il va se rendre compte que c'est compliqué de traîner avec des gens qui ont un pouvoir d'achat largement supérieur au vôtre. Alors ils peuvent vous trouver sympa, hein, bien sûr, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'arriver à les suivre financièrement. 33,50 $ par tête. Non, alors là non, pas d'accord. Parce que tout ce qui plaît à la comtesse Feodora, ça coûte une blinde. Et à chaque fois, c'est Raphaël qui paye en mode gentleman du 19e siècle. Sauf que quand il sort son portefeuille, il se met à transpirer. Mais bon, il est amoureux, il se décourage pas. Alors il se décourage pas, mais nous, on se rend bien compte qu'il va aller nulle part avec son histoire foireuse là. Parce que lui, il est en mode amour passionnel, exalté, genre quand elle lui sourit, il dort plus de la nuit. J'ai encore rêvé d'elle. Si jamais elle l'ignore, il veut se suicider. On se quittait, on se suicidait. Tu me quittais, je me suicidais. On dirait un vrai collégien, alors que de son côté à elle, ça crève les yeux, c'est juste un prétendant parmi d'autres, et on voit bien qu'elle va pas tarder à le jeter à la poubelle. Mais il finit quand même par comprendre, il lâche l'affaire, et puis il part noyer son chagrin dans la débauche avec son pote Rastignac. Résultat des courses, Raphaël est ruiné, il doit de l'argent à tout le monde, il est harcelé par des créanciers. Maître Gonzalez, huissier de justice. Ça le rend paranoïaque, c'est la descente aux enfers, jusqu'au moment où il se retrouve à jouer sa dernière pièce à la roulette, c'est-à-dire ce qui se passait au tout début du roman. Et c'est la fin du flashback et on est de retour à la fête. Raphaël est toujours avec ses potes et il se met à faire un vœu, toucher une énorme fortune. Mais il a quand même un petit éclair de lucidité et avant d'aller se coucher, il va mesurer la taille de la peau. Le lendemain, un notaire débarque et annonce à Raphaël qu'il vient de toucher un héritage, 6 millions de livres, sortis comme ça de nulle part. Et Raphaël va mesurer la peau et il constate qu'elle a effectivement rétréci.
Alors on retrouve Raphaël quelques temps plus tard et il va pas bien parce qu'il a compris que cette histoire de peau de chagrin, finalement c'était pas du flan. Il s'est donc acheté une maison hyper luxueuse dans laquelle il vit comme un reclus en essayant de ne plus rien désirer du tout pour pas que la peau de chagrin rétrécisse un peu plus. Je veux le même menu que celui de la semaine passée. À tous les repas. Et pour l'année entière. Je n'ai aucun désir culinaire, ni aucun autre d'ailleurs. C'est clair ? Non, franchement c'est chaud, il faut être au taquet tout le temps. Un soir il décide quand même de sortir et il va au théâtre. Et là il tombe sur Pauline. Pauline, la fille de la logeuse que lui trouvait charmante mais qui avait le défaut d'être pauvre. Elle est plus pauvre du tout parce qu'il y a une affaire de famille qui a bien tourné du côté de son père et elle est devenue très riche. Et comme elle est devenue très riche, elle est devenue très belle aux yeux de la haute société parisienne. Ils sont tous là, waouh, elle est trop belle, elle, c'est qui? Est-ce que nous la connaissons? Le prince semble être subjugué. Et évidemment, Raphaël tombe amoureux d'elle. Pauline ? Mais heureusement pour lui, Pauline est encore amoureuse de Raphaël? Alors ils se marient et ils se replient dans un cocon pour vivre leur amour. Mais le truc c'est que eux se doutent de rien, mais nous on voit bien qu'il reste une centaine de pages à lire. Et a priori ça va pas être une centaine de pages pour nous décrire leur amour et pendant lesquelles il va plus se passer grand chose. Il ne peut plus rien. Nous arrivez d'affreux maintenant. Et effectivement, la peau de chagrin rétrécit encore. Raphaël va donc prendre les choses en main et d'abord il va tenter la tactique du déni. C'est-à-dire qu'il prend la peau et puis discretos il la balance comme ça au fond d'un puits en mode « Oh c'est pas à moi, ça je sais pas ce que c'est ». Mais évidemment c'est nul et ça marche pas et son jardinier la lui rapporte quelques jours plus tard. Il va donc aller consulter des scientifiques qui à leur tour vont tenter tout un tas de trucs. Alors ils sont tous là, Ça c'est extraordinaire ça. mais pour le coup ils servent à rien. Alors après c'est le tour des médecins, mais eux c'est pareil, ils servent pas à grand chose. Finalement ils décident de l'envoyer en Savoie pour prendre un peu d'air frais. Alors ça marche un peu mais pas longtemps et Raphaël dépérit et puis il devient de plus en plus aigri, misanthrope, désagréable avec les gens et finalement il décide de rentrer à Paris pour se défoncer à l'opium en attendant la mort. Et au passage il a complètement oublié Pauline qui un jour décide de venir le voir. Et en revoyant Pauline, Raphaël se rappelle à quel point il désire être avec elle. Et puisqu'il désire de nouveau, alors la peau de chagrin rétrécit encore. Et alors là, il reste vraiment plus grand chose, c'est devenu un timbre-poste le truc. Et Pauline se dit que si elle se suicide, elle pourra peut-être permettre à Raphaël de vivre un peu plus longtemps. Mais lui, il se jette sur elle pour l'en empêcher, il formule donc un dernier désir, la peau de chagrin rétrécit encore une fois, et donc, il meurt.